Président Laurent Delafogo, nous allons à présent aborder notre deuxième axe, l'ADCI, Association pour le développement de Sidney Machali. Parlez-nous de l'ADCI depuis sa création en passant par ses objectifs et ses réalisations. Comme partout en Côte d'Ivoire, les cadres ont toujours eu le souci de s'organiser pour le développement de leur région. D'ailleurs, le président Houphouët-Boigny demandait aux cadres partout de s'organiser dès qu'ils commencent à travailler pour participer au développement de la région. Il leur demandait aussi de construire des maisons dans leur village, tout ce qu'ils pouvaient, parce que ça procédait également au développement de la zone. Et à Sidney Machali, nous avons eu là une grande chance. Nous étions une petite sous-préfecture, mais qui avait de grands cadres et plusieurs cadres, presque dans tous les domaines. Nous avons donc, après avoir créé en tant qu'étudiants l'AGES, c'est-à-dire l'association des étudiants élèves de Sidney Machali, c'est nous qui l'avons créé. Ça c'était avant l'ADCI. C'était avant l'ADCI, ça c'est quand on était étudiant, avec Yadé encore une fois. Et de l'AGES, nous sommes passés à l'ADCI, qui était l'association des cadres, l'association des cadres pour le développement de Sidney Machali. Cette association a bien fonctionné jusqu'en 1975. De 1965 à 1975, donc pendant 10 ans, nous avons très bien fonctionné. On avait une mutuelle de construction des maisons, l'habitat. On avait une mutuelle pour l'élevage, la pisciculture, donc les poissons. On avait également donné des cours du soir. Enfin, bref, ça fonctionnait bien. En 1975, nous avons connu quelques difficultés parce que la politique est venue se mêler à notre objectif, parce que nous étions une petite sous-préfecture qui n'avait pas de représentants politiques, c'est-à-dire nous n'avions pas de députés à cette époque-là. Et quand certains ont voulu embrasser la voie politique, ça n'a pas été facile, parce que c'est un village qui a une histoire un peu compliquée, et qui s'était mêlé un peu à notre union, et qui nous a posé quelques problèmes pour le choix du candidat à la députation. C'est comme cela que la division est venue en nos rangs, et la DCI est morte progressivement de sa belle mort, parce que tout simplement on n'a pas réussi à nous dépasser et à mettre en avant les soucis du développement au lieu de mettre les soucis politiques qui ont ruiné nos espoirs à l'époque. Mais avec cet échec, je le dis, partagez-nous les moments forts de cette association. Oui, je pense que nous évitons de jeter la pierre à qui que ce soit, parce que nous sommes tous responsables. Nous étions ensemble, on se voyait, mais on n'a pas réussi à nous dépasser et à dire donnons la priorité au développement et puis laissons la politique de côté et puis bon, plus tard on verra. On n'a pas réussi ça. C'est pourquoi j'ai félicité les jeunes Dogoni, parce que lui, il a laissé d'abord la politique de côté, il a d'abord fait des actions de développement, comme cette radio, et mutuelle, etc. Et à partir de là, on peut maintenant parler un peu de politique, parce que les bases du développement ont été posées. Les départements que nous avons n'est né qu'en 2005, je crois. Enfin, récemment, c'est un jeune département, alors que nous étions sous-préfecture depuis 1961, voyez-vous. Donc nous avons perdu beaucoup de temps à cause de ces petites divisions. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'espoir que nous nous retrouvons et que nous sommes déterminés à aller de l'avant maintenant. Alors, vous nous avez dit que l'ADCI a fonctionné pendant 10 ans pour le rayonnement de Sidney Machali. Mais 10 ans après tout cela, est-ce que vous n'avez pas de regrets? Si, sûrement. Je pense que quand nous faisons un peu
l'inventaire et le point, nous regrettons d'avoir perdu du temps. Oui. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance, comme je vous l'ai dit. J'ai été pris en estime, en grande estime, par le président Houphouët-Boigny très tôt. Ma position de responsable de son journal à l'époque m'a facilité évidemment le contact avec lui. Il m'a beaucoup soutenu et aidé. J'aurais pu en profiter pour faire avancer davantage le village. Je ne l'ai pas fait, ça je regrette, mais je ne l'ai pas fait davantage parce que ces petits problèmes de division interne, de village, de concession, de cours, m'a gêné et nous a retardé. Donc si j'ai des regrets, c'est à ce niveau-là. Vous le disiez tantôt que le président Houphouët-Boigny vous a pris très tôt. Donc là, on va directement dans notre troisième axe, la carrière politique. Vous êtes l'un des plus jeunes ministres sous le président Houphouët-Boigny. Vous avez notamment appartenu à plusieurs gouvernements d'Houphouët-Boigny et celui d'Henri Konan Bédié. Rappelez-nous les grandes étapes de vos passages dans ces différents gouvernements. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, si on peut appeler ça une chance. En tout cas, par rapport à la voie que j'avais choisie, la voie politique, et qui côtoie, comme vous le savez, la voie de la communication, souvent. J'ai réussi très vite dans cette voie-là. En 1970, j'avais 30 ans, je suis entré au bureau politique du PDCI. À cette époque-là, il n'y avait pas de membres de cette instance très importante dans le parti unique à l'âge de 30 ans. Ça n'existait pas. Donc j'étais pratiquement avec ce que j'ai pu appeler mes papas, parce que le président Denis, le président Mamadou Koulibaly, le président Yassé, le président Gado, toutes ces autres personnalités, y compris le président Houphouët lui-même. Moi, à côté, j'étais vraiment leur enfant, si vous voulez. Donc ça, c'était quand même une chance exceptionnelle. Et très rapidement, c'est-à-dire 4 ans après, j'entre au gouvernement, 1974. Voilà. Donc, dès que je suis entré au gouvernement, évidemment, il était difficile d'être rédacteur en chef et ministre. C'était pas possible. Heureusement pour moi, mon jeune frère Mirmon, Auguste, venait d'arriver. Donc, je lui ai cédé un peu le relais. Mais je continuais, à la demande du président Houphouët-Boigny, à venir régulièrement au journal. J'avais tellement marqué mon passage au journal qu'il ne me voyait pas en partir complètement. De sorte que j'ai assisté à ce paradoxe qui voulait que le ministre de l'information que j'étais passait tous les soirs, jeter un coup d'œil au journal, bien qu'officiellement il n'y avait pas de censure. Je ne relisais pas les papiers des jeunes journalistes, mais j'y passais pour les encourager, pour les soutenir, voilà. Et puis voilà, je dois donc dire que cette période-là a été pour moi très fructueuse et que l'ascension a été rapide. Et puis bon, en 1978, on a ajouté le sport. Bon, le président Houphouët-Boigny un jour m'a appelé et m'a dit, j'ai appris que les jeunes vous aiment beaucoup. J'ai dit, ah bon, je sais pas. Il dit, les journalistes, oui. Il dit, non, la jeunesse en général. C'est pourquoi vous allez aller vous occuper de la jeunesse. Alors, au début, j'ai eu ça comme un recul. Parce que bon, j'étais ministre de l'information. Sur la liste, le ministère de l'information venait avant le ministère de la jeunesse et des sports. Il m'a dit non, allez le faire. Un jour vous m'en remercierez. Et parce que ceux qui s'occupent des jeunes, s'ils s'en occupent bien, ils ont un avenir. Voilà ce qu'il m'a dit pour m'encourager en tout cas. Et je suis parti donc au ministère de la jeunesse et des sports en 1978. J'ai succédé à mon aîné, Alain Etienne. Et puis, les gens sont encore revenant. À un moment donné, je me suis trouvé à la tête de 4 ministères, c'est-à-dire les jeunes, la culture, le sport et l'information, pendant 3 ou 4 ans. Alors, en parlant du sport, en 1992, on vous voit à Dakar. J'ai fait d'abord la première CAN organisée en Côte d'Ivoire a été réalisée par mes soins en Côte d'Ivoire 84, ce qu'on appelait Côte d'Ivoire 84. C'est vraiment ça a été le lancement de l'amour de l'équipe nationale en Côte d'Ivoire.
tout le monde, le stade était plein lorsque l'équipe nationale jouait. J'ai eu la chance aussi de tomber sur de bons joueurs à l'époque. Youssouf Fofana, Ablaye Traoré, Zawi, et bien d'autres, Gadji Seli et tout ça. Donc, ça a été le lancement, 84. En 86, 2 ans après, je suis allé au Caire, je devais gagner la coupe. Et malheureusement, la demi-finale, l'éternel Mila, l'éternel Mila du Cameroun nous a mis un but, un seul but, ça a suffi pour nous empêcher d'être champions d'Afrique. Donc en 1992, la CAN 92 au Sénégal, à Dakar. En 92, j'avais quitté le sport. Oui, je n'avais plus que l'information à ce moment-là. C'est mon frère et ami Dibi qui m'avait succédé et qui a eu la chance de récolter les fruits de 10 années de travail que j'avais fait avec les sportifs. Et bon, c'était sa chance. En tout cas, celui qui a gagné la coupe à Dakar. Et j'étais très heureux d'aller l'accueillir même ici à l'aéroport quand ils sont revenus. Mais il m'a dit les premiers mots, je te dois cette coupe. Ah, ça m'a réconforté parce qu'il reconnaissait quand même que j'avais laissé quelque chose. Donc voilà comment je suis parti du sport et je dois dire que le sport m'a apporté beaucoup parce que c'est grâce au sport que j'ai fait vraiment le tour du monde avec les Jeux Olympiques, avec les Jeux Africains, avec les coupes mondiales. J'étais partout dans le monde. Je peux dire le monde entier grâce au sport, c'est vrai. Alors le sport vous a apporté beaucoup. Alors nous on a une image qui nous a marqué aussi lors de cette finale Côte d'Ivoire-Ghana. L'image où le président est en boubou blanc, il s'élève et montre le doigt, signe de la victoire de nos Pachidem. Donc nous allons toujours revenir dans le volet politique pour dire qu'on ne peut pas vous avoir sans parler de politique, c'est quasiment impossible. Vous avez été directeur de campagne du président Houphouët-Boigny et secrétaire général de l'ancien parti unique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Président, partagez avec nos auditeurs cette autre facette de votre carrière. Oui, alors sur le plan politique, je ne suis pas toujours très bien compris parce que quelquefois les gens se demandent exactement ce que je veux, qui je suis, où je vais. On me voit tantôt dans le noir, après dans le blanc, et puis alors il y a beaucoup de petites critiques là. Fologo, il sèche son linge au soleil, il aime, là où c'est positif, il est là. Quand ça va mal, il est parti, etc. J'entends toutes ces choses-là, mais ça ne m'a jamais perturbé outre mesure. D'abord, je suis fidèle à l'enseignement du président Houphouët-Boigny, qui disait que lorsque vous prenez un chemin, si à un moment donné vous apercevez que les obstacles sont insurmontables, il faut toujours avoir le courage de revenir sur le chemin déjà parcouru. Parce que si vous le laissez, que vous prenez un nouveau chemin, vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur ce nouveau chemin. Donc, il y a eu quelques difficultés, quelques malentendus à la mort du président Houphouët-Boigny. C'était presque inévitable. On succède difficilement à un grand homme comme Houphouët-Boigny. Nous avons connu des difficultés. Et cette période nous a un peu perturbés, il faut bien le dire. Deuxième perturbation, c'est le premier coup d'État militaire en Côte d'Ivoire, 1999, lorsque le général Gueye a renversé le président Bédié, dont j'étais un des plus proches collaborateurs, j'étais ministre d'État. Comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance d'avoir été très proche de toutes ces hautes personnalités, directeur de campagne du président Houphouët-Boigny en 1990, donc au retour du multipartisme qui revenait, directeur de campagne à nouveau en 1995 avec le président Bédié contre le Front républicain à l'époque. Et les deux fois, grâce au soutien des uns et des autres, ça a toujours été positif pour moi. Alors, donc, j'en ai gardé de très bons souvenirs. Mais il y a eu, après la mort du président Houphouët, je vous ai dit, pendant tous ces troubles, il y a eu quelques malentendus avec mon patron de PDCI, qui était le président donc Bédié. Et bon, ces malentendus m'ont amené à procéder à un certain recul par rapport à la maison qui m'avait tout donné et où j'avais toujours vécu, le PDCI. J'ai donc tenté une autre expérience. Ouais, un homme politique, comme j'ai dit souvent, ne suit pas une ligne droite.
le chemin politique n'est jamais un chemin droit. C'est un chemin qui peut être chaotique, qui peut être sinueux. Il faut savoir tomber, se relever, mais toujours se remettre à l'ouvrage. Il faut jamais dire c'est fini, non. Tant qu'on vit, un homme politique, oui, il y a le président de Tunisie, on pensait qu'il était parti définitivement, il est devenu président à 87 ans. Moi, je suis loin de 87 ans. Pour dire que, bon, l'objectif n'est pas toujours d'être au plus haut niveau, mais il faut toujours apporter sa contribution. Je dis souvent en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'être au pouvoir pour aimer et servir son pays. Non, faut pas dire, moi j'attends mon tour, quand je serai au pouvoir, je vais aimer et servir mon pays. Il faut le servir tous les jours. Et moi j'essaie de faire ça tant bien que mal. Il y a eu des moments difficiles, je le reconnais. Mais grosso modo, le positif, pour moi, l'emporte sur le négatif. Le positif l'emporte sur le négatif. De 2001 à 2013, vous avez été président du Conseil économique et social, député aussi de Sidney Matiali. Vous avez toujours porté la voix de vos parents. Un commentaire. Oui, j'ai été député, j'ai eu 2 mandats. Je m'en félicite parce que c'est la preuve que je n'ai jamais été coupé de la base. Je pense que quels que soient les postes que nous pouvons occuper, il ne faut jamais oublier la base, les parents. Parce qu'après tout, c'est pour cela que nous nous battons. Voilà. Donc j'ai eu la chance, et puis grâce au soutien aussi de tous mes frères du village, j'ai été souvent suivi par ces frères-là et j'ai pu poser quelques actes positifs, mais j'ai dit que c'était insuffisant et que mieux organisé avec le nombre de cadres que nous comptons dans ce département et des cadres de grande valeur. Dans un petit département comme Sidney Matiali, je le répète, nous aurions pu faire beaucoup plus si l'unité avait soutenu l'action. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré notre âge, nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour redresser la barre et notre ambition est que si demain, lorsque Dieu nous appellera, nous pouvons avoir laissé un chemin à peu près dégagé à nos jeunes frères, ce sera notre fierté. Alors, on en reviendra tout à l'heure. Toujours durant votre carrière politique, vous avez effectué des missions pour la paix et la réconciliation, dont les plus célèbres, là encore, on a retenu 2. Déjà en 1975, le voyage historique en Afrique du Sud, porteur du message du chef de l'État Houphouët-Boigny pour un règlement pacifique par le dialogue du drame sud-africain. Parlez-nous-en. Oui, ça c'était une grande date. Je vous remercie de la rappeler parce que beaucoup d'Ivoiriens l'oublient, et surtout des jeunes de votre âge. Je ne sais pas si vous étiez né en 1975. Pas encore. Ben vous voyez, alors ça a été une grande date pour moi. Le président Houphouët-Boigny avait décidé de prêcher par l'exemple, de façon concrète. Ne plus se contenter de chanter le dialogue, mais d'aller le dire devant les Blancs en Afrique du Sud. Alors, il a réfléchi, et puis un beau soir, il m'a appelé chez lui. Il m'a dit, tu vas effectuer un voyage particulier. Voilà. Il fallait d'abord avoir une délégation un peu spéciale. Noir, blanc, métis. Et les cas échéants indiens, si ça avait été possible. On n'a pas eu d'indiens, mais nous étions donc mon épouse qui est française, moi-même de Pegeka, Bala qui était de Korogo, qui est plus clair que moi, et Noël Eba d'Abosso, d'Adjeke, qui lui est métis. C'est la délégation qui était partie. Déjà, la vue de cette délégation en disait long sur l'objectif. Le président Houphouët voulait choquer les Blancs de l'Afrique du Sud et leur montrer comment, avec toutes ces couleurs, on fonctionnait très bien. Et que c'était peut-être une chance d'être si multicolore en Afrique du Sud, qu'on appelle aujourd'hui la nation arc-en-ciel, avec fierté, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Ça a été la première chose. Deuxièmement, l'objectif. L'objectif était d'avoir le courage de dire en Afrique du Sud, devant le gouvernement blanc, qu'il était dans l'erreur. Il fallait revoir cela et savoir qu'ils sont en Afrique, sur le continent africain, sur le sol africain, et qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que ces blancs-là n'ont pas d'autre pays. Leur pays, c'est l'Afrique. Donc il fallait bien qu'ils résolvent ce problème-là
de l'apartheid. Alors évidemment, en partant, je ne vous cache pas que on n'était pas très tranquille. On a eu un peu peur quand même. Parce que en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, il y avait beaucoup de passion. Et il y avait beaucoup de passion et certains étaient excités. Un de mes collègues ministres à l'époque m'a dit, tu acceptes ce voyage-là? J'ai dit oui. Il dit, mais tu as pris des précautions? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, non, il faut que tu demandes au président de te donner une assurance parce que tu ne sais pas si tu vas revenir et tes enfants. Oui, parce que bon, on se disait, dès l'aéroport, on ne sait même pas ce qui va se passer. Il y avait des excités, c'est vrai. Non, je lui ai dit, le respect que j'ai pour le président est tel que je ne peux pas lui poser de conditions. Moi, partout, il m'a envoyé, dans le monde entier, je suis parti partout. Je n'ai jamais posé de conditions. Je ne me suis jamais même posé la question de savoir si je vais revenir ou pas. Je suis parti. Et bon, Dieu aidant, ce voyage s'est passé de façon vraiment réussie, totale. Depuis l'aéroport jusqu'à mon retour, pendant 15 jours, j'ai fait le tour de l'Afrique du Sud. Toutes les grandes villes, je peux vous citer par cœur toutes les villes sud-africaines que j'ai visitées avant même que Mandela sorte de prison. Et j'ai été très heureux le jour qu'on a annoncé la sortie de Mandela de prison en 1990, c'est-à-dire quelques années après cet appel fort. Vous savez qu'en partant en Afrique du Sud, l'OUA nous avait condamnés à Côte d'Ivoire parce que l'OUA avait recommandé à ses membres qu'aucun pays indépendant africain noir ne mette les pieds en Afrique du Sud. Il n'ait aucun contact avec l'Afrique du Sud. Ils étaient en quarantaine. Mais le président Houphouët-Boigny, je peux dire, a désobéi à l'OUA parce que il avait un objectif. Il s'est dit, si on veut s'en sortir, tant qu'on armera les mouvements de libération nationale contre ces gens-là, on n'arrivera jamais. Parce que si la guerre éclate, avant même que nous parvenions là-bas, tous nos frères seront déjà morts. Effectivement, ils étaient très très armés. J'ai vu ça de mes yeux. Eh bien, nous sommes donc partis, malgré cet interdit. Les journaux à l'époque nous ont condamnés, les journaux africains écrits à Paris m'ont traité de tous les noms. Mais on a constaté que quelques mois après, les mêmes qui avaient écrit contre moi revenaient sur leur position, reconnaissaient que c'était un acte de courage du Houphouët-Boigny. Et puis bon, comme il avait reçu à Yamoussoukro M. De Clercq, qui était le président à l'époque de l'Afrique du Sud. Après, il a reçu encore à Yamoussoukro des envoyés de Mandela, des gens du mouvement de libération nationale. Tout cela a permis de mieux présenter le problème. Et lorsque Mandela est sorti de prison, un des premiers actes qu'il a posé, c'était de venir à Yamoussoukro pour remercier le président Houphouët-Boigny. Parce que c'est vrai que beaucoup de mouvements de libération, les révolutionnaires avaient aidé les Africains, mais le choix de sagesse de Houphouët-Boigny aussi a servi à la libération de Mandela. Alors, Mandela vient en Côte d'Ivoire, donc vous nous ramenez chez nous pour vous donner la deuxième date. En 2002, lors de la crise qu'a connue notre pays, la Côte d'Ivoire, vous avez participé aux négociations de Linas Marcoussi et avez signé les accords de Kléber II. Dites-nous, dans quel état d'esprit on se trouve lorsqu'on part aider les autres à régler leurs conflits et que tout d'un coup, on est éprouvé soi-même par un conflit? Oui, c'était pas très agréable. Voilà le père du dialogue, Houphouët-Boigny, qui quelques années après donc est parti. Et nous, ses disciples, tout ce qu'il nous avait légué, oui, tout ce qu'il nous avait déconseillé, nous tombons dans le trou. Il avait dit, je ne veux jamais de guerre dans mon pays. Je ne veux pas de désordre en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas qu'une seule goutte de sang ivoirien coule sur le sol ivoirien. C'est autant de leçons fortes qu'il nous avait données avant de partir. Et voilà que même pas 6 ans après sa mort, nous tombons dans le trou. Et pour nous qui étions vraiment des disciples convaincus, nous étions plutôt tristes, on n'était pas fiers. Mais on dit le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Ça veut dire ce que Dieu a prévu, vous ne pouvez pas l'effacer. Parce qu'il n'y a pas de gomme pour effacer. Donc c'est ce qui nous est arrivé, on a vécu ça.
Et à Lomé, j'ai participé en effet à la négociation face à mes jeunes, aux jeunes, les rebelles à l'époque, comme on les appelait. Malheureusement, ça a été difficile parce que nous n'étions pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, je cherchais une seule chose, c'était qu'on dépose les armes, qu'on dise qu'est-ce qui se passe et qu'on essaye autour d'une table de trouver une solution. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens aient fait l'effort d'oublier ce qui nous a fatigués et ce qui a créé tant de difficultés en Côte d'Ivoire et qu'ensemble, les uns et les autres, nous tournions cette page. C'est ça qui est important. Voilà. Ce qu'on a eu tort vis-à-vis de certains ont eu tort vis-à-vis de nous, mais tout ça, nous tournons et nous voulons remettre la Côte d'Ivoire à sa place, si possible la première. Amis auditeurs, nous rappelons que nous sommes avec le président Laurent Donafologo. Avec lui, nous avons parlé de son parcours scolaire et professionnel. Nous avons aussi touché l'ex-ADC et en l'instant, nous avons parcouru sa carrière politique. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon espoir, et tu le sais. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon espoir, et tu le sais. Tu es mon ennemi, c'est ce qu'on veut me faire croire. C'est pas ta faute si on est séparés. Tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. À ces politiciens.